Pourquoi est-ce que la haute autorité est muette aujourd'hui sur ce qui se passe dans l'audiovisuel public? Je ne comprends pas, moi, le démantèlement qu'il y a de ce qu'était l'ORTB pour en faire la SRTB et totalement confier sa direction à la présidence de la République. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le comité éditorial, qui est censé être celui qui vise tous les contenus au niveau de la SRTB, celui qu'il préside, c'est le porte-parole du président de la République. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, c'est bien ça qui est son titre. Porte-parole du gouvernement et tout ce que vous voulez. Si c'est lui qui préside et que les personnes qui siègent dans ce comité éditorial avec lui sont assises pour la plupart à la présidence de la République, je ne sais pas ce que devient le média du service public. Parce que qu'on le veuille ou non, le média du service public, il appartient à tous les Béninois et non pas à la présidence de la République. Le média du service public est nourri par les finances publiques, donc par l'impôt qu'on collecte auprès de chacun des Béninois. Et à partir de ce moment, ce média du service public doit être capable de porter la parole du public et faire au mieux des intérêts du public et non du président de la République ou de la présidence de la République. Ce sont des choses qui pour moi sont suffisamment graves, mais sur lesquelles la haute autorité dont nous parlons observe un silence qui me semble largement coupable. Quand on prend les missions qui sont les siennes, ça devrait être la première institution, parce que a priori c'est une institution de contre-pouvoir, ça devrait être la première institution à monter au créneau pour dire ce qui se fait là n'est pas conforme à ce que nous recherchons en bâtissant la démocratie. On vous l'impose. Parce que bien souvent nous nous réfugions derrière beaucoup de choses, mais simplement nous trichons avec les textes. Nous trichons avec la vérité de l'institution à laquelle nous appartenons. Et c'est là, pour moi, que se situe le problème. Pour moi, aujourd'hui, on devrait être capable, quand on est à la tête de l'ARC, d'aller dire au président de la République, peut-être que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, mais les médias dans un pays, ça fonctionne comme un miroir. Si vous brisez tous les miroirs qu'il y a dans votre pays, vous ne savez plus comment vous êtes habillé. Tout ça. Bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle RAC désormais en place. Le président a nom Edouard Loko, un journaliste bien connu du milieu des médias au Bénin. Il n'en aurait pas fallu plus pour déclencher un intérêt prononcé des professionnels des médias à cette nomination du chef de l'État. Qui pour s'enthousiasmer, qui pour émettre de réserves. Que faut-il espérer de cette nouvelle RAC? Quels sont les défis de cette 7e mandature? Que devrait être la partition des uns et des autres? Dans cette émission, nous recevons aussi deux figures averties des médias au Bénin. Wilfrid Hervé Adon, journaliste. Il a été le premier président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, EPMB. Wilfrid Hervé Adon, bonjour, bienvenue. Bonjour Vigile. Avec lui, dans ce studio, Georges Amelon, également journaliste, ancien directeur général de l'ORTB. Georges Amelon, bonjour, bienvenue. Bonjour Virgile et bonjour à vos auditeurs. Eh bien, sans doute, tout le monde en convient, ça fait la deuxième fois que un professionnel des médias, un journaliste notamment, est porté à la tête de la RAC, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cela a déclenché beaucoup d'enthousiasme, également des réserves, comme je disais tantôt, Georges Amelon. Oui, vous avez raison de parler de deuxième journaliste nommé à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, puisque le tout premier était feu René Dossa, qui était lui aussi un journaliste bien connu des plus anciens, mais il faut avouer que nous parlons d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça fait 30 ans déjà. Ça fait un sacré bout de temps et donc pour beaucoup de jeunes, et ça je l'ai lu abondamment sur les réseaux sociaux, Edouard Loko est le premier journaliste à être nommé à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Wilfrid Hervé Adon. Oui, c'est logique que les jeunes pensent que Edouard est le tout premier parce que c'est la 7e mandature de la HAC quand même, et de la 2e mandature à celle-ci, seuls les politiques ou les personnes nommées par le président de la République ou le bureau de l'Assemblée nationale ont siégé pour diriger l'institution. On avait trouvé une petite parade en faisant élire le vice-président qui était souvent un journaliste. Mais là, nous sommes un peu dans une situation où le président
journaliste, quelqu'un qui a fait un long parcours dans la profession, depuis l'université avec l'hebdo-mural, son journal Le Progrès qu'il a créé, son militantisme associatif avec l'UJPB, l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, dont il a été membre du bureau, ensuite secrétaire général, puis président de l'ODEM, avec Georges Amelon ici présent. Ensuite, il a été président du Conseil national du patronat de la presse, avant d'échouer à la HAC pour la première fois, vice-président. Ensuite, chargé de mission du chef de l'État aux médias, je pense que c'est bien cela. Et maintenant, président de la HAC. Donc, on ne peut pas reprocher à Édouard Loko de ne pas avoir l'étoffe du job. Il a l'étoffe du job, il connaît la maison. On a quelques-uns avaient dit que c'est l'intrus qui connaissait la maison. Il a répliqué pour dire non, que c'est l'initié qui retourne au couvent. Donc, il le confirme lui-même. Donc, voilà, je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas grand chose à reprocher à la nomination d'Édouard Loko par le chef de l'État pour présider la HAC sur les cinq prochaines années. Il aura fait le parcours Édouard Loko de quoi donner raison, n'est-ce pas, à ceux qui sont enthousiasmés de voir enfin un professionnel des médias, un journaliste, retourner à la tête de la HAC, n'est-ce pas? Oui, on peut dire que, à l'évidence, c'est qu'on ne peut pas faire l'injure à Édouard Loko de dire qu'il ne connaît pas les médias. Wilfred Adon l'a détaillé tout à l'heure, c'est un parcours éloquent, c'est un parcours qui devrait permettre à l'homme qui arrive aujourd'hui à la tête de la HAC de lui, peut-être, s'il le veut bien, de lui redonner ses lettres de noblesse. C'est quelqu'un qui a un parcours qui connaît exactement de quoi est fait la matière et qui devrait être capable, quand je dis redonner ses lettres de noblesse à la HAC, il devrait être capable de la faire retourner à ses, à ses objectifs premiers, à sa mission première, en tout cas telle que l'a voulu le constituant. Parce que quand vous prenez la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le constituant, à l'époque, l'avait positionné pour protéger justement les médias et la liberté de la presse. C'était la vocation première de la HAC. À ce jour, c'est toujours la première mission dans la constitution du Bénin. Absolument. Et quand je dis c'était, c'est parce que dans l'effectivité, on a vu la HAC s'écarter progressivement de cette vocation-là. Et quand vous prenez la loi organique de la HAC, elle précise justement de façon conséquente à cette mission que la HAC doit être indépendante de toutes les pressions et de toutes les influences. Mais quand on est confronté à la réalité depuis quelques mandatures maintenant, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas du tout. Voilà pourquoi je dis que l'homme qui arrive à la tête de la HAC est bien placé pour lui redorer son blason, s'il le veut bien. Mais la question qui se pose tout simplement, c'est de regarder le parcours et de se rendre compte que depuis un certain temps, Édouard Loko a bien plus été un politique au service du politique qu'un journaliste au service des médias. Alors, la question qui se pose est de savoir s'il va changer de manteau, retrouver le journaliste qu'il était et les envies premières qui étaient les siennes quand il a adhéré à cette profession, ou s'il va rester en service pour celui qui l'a nommé. On dit qu'en général, quand quelqu'un vous nomme, vous avez le devoir d'ingratitude. Est-ce que Édouard Loko aura à cœur d'être fidèle à cette maxime? C'est toute la question qui se pose. On ne peut pas nier qu'il connaisse la maison, qu'il sache exactement quoi faire pour que les choses aillent autrement, mais aura-t-il la volonté ou la possibilité de le faire? Là est toute la question pour moi. Alors, le parcours et le jeu, disiez-vous tantôt, avez-vous fait comme description, vous le faites à Don, mais comme le disait Georges Amelon, le chargé de mission, l'ancien chargé de mission du chef de l'État, pourra-t-il cette fois-ci aller en mission pour ses pairs, pour les journalistes? Bon, avant d'aborder cet aspect de la question, parlons déjà un peu comme nos doyens ont commencé par le faire, des missions de la HAC. On a vu dès le début, la HAC avait
une mission. Et on se rappelle les conditions dans lesquelles la HAC a été créée finalement, créée par l'institution, mais installée en retard par le chef de l'État de l'époque, le président Nicéphore Soglo. En 1994. Voilà. C'est la dernière de toutes les institutions de la République à avoir été installée. Et ce n'était pas un fait du hasard. Et c'est que les politiques ont toujours craint les médias. C'est très clair. Et donc, dans cette crainte des médias, nous avons assisté progressivement à un glissement de la HAC dans ses missions. Un glissement progressif. Et nous avons vu jusqu'à la dernière mandature de la HAC, bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier cette mandature-là. On a vu d'autres mandatures où l'institution était encore dans sa jeunesse et dans sa vigueur, où les gens ont essayé de faire quelque chose. Où l'institution était plus ou moins dans sa mission. Dans sa mission, elle essayait de s'écarter, mais on essayait de l'en écarter, mais elle essayait de revenir sur le chemin. Plus ou moins, les hommes... Au moins, elle faisait semblant. Voilà. Mais là, je crois que la HAC, elle est devenue progressivement transparente. Transparente par rapport à ses missions, transparente par rapport aux professionnels des médias. Et on se posait la question de savoir, mais est-ce qu'elle s'est découverte une nouvelle mission que celle que nous connaissions. Et donc, l'avènement de Edouard Loko à la tête de cette institution dans le contexte qui est le nôtre actuellement pose au moins deux problèmes. Est-ce que je dois dire des problèmes? Ça interpelle sur deux plans. Le premier plan, vous l'avez dit, il fait partie des personnalités nommées par le chef de l'État au sein de la HAC. Première chose. Et j'ai lu aussi, comme vous, sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme des professionnels des médias de voir l'un des leurs enfin à la tête de l'institution, parce qu'il porte avec Edouard Loko les rêves de voir la profession recouvrer ses lettres de noblesse, voir Edouard s'investir pour redorer le blason de la presse béninoise. Cholamon l'a dit, Edouard a les outils, il a la connaissance nécessaire du milieu, il a le parcours qu'il faut, il a la connaissance des problèmes de la presse. Je l'ai pas suffisamment dit. On a fait un long chemin. Edouard Loko, alors que j'étais président de l'UPMB, je crois qu'il était secrétaire général du CNPA, vice-président, je crois, avant de devenir président du CNPA. Et nous avons porté ensemble. Il a été à l'ODEM aussi. Il a été à... Voilà. Il a eu un long parcours. Très long parcours. De deux mandats. De deux mandats au moins à l'ODEM. Donc, il connaît parfaitement. Aux États généraux de la presse en 2002, il était dans le comité... Les premiers États généraux. Oui, les premiers États généraux étaient dans le comité préparatoire. J'y étais également. Et donc, il connaît parfaitement tous les problèmes. Et je vous l'ai dit, si on revient en arrière sur le listing que nous avons fait à l'époque des problèmes qui minent la profession, et qu'on les compare à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui, personnellement, je ne vois pas grand-chose qui ait changé. Les mêmes problèmes demeurent. Le diagnostic peut être renouvelé, on peut faire un nouveau diagnostic, mais les problèmes demeurent. On peut même dire sans se tromper que beaucoup de problèmes se sont aggravés. D'autres nouveaux se sont ajoutés. Et donc, il connaît tout ce dont nous parlons là. Et comme l'a dit Georges Amelon, s'il le veut, il le pourra. S'il le veut, il peut significativement marquer son passage à la tête de la HAC. Il peut changer quelque chose pour le compte de la profession. Parce que justement, s'il ne le fait pas, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire mieux que lui. En tout cas, pour ceux qui l'ont précédé à la tête de l'institution, ils avaient une connaissance moindre. Voilà, de l'institution, où ils n'avaient pas du tout de connaissance du secteur des médias. Si je prends le dernier président, quelle était ses acquaintances avec les médias? Il n'avait pas d'acquaintance avec les médias, donc on ne peut pas lui donner l'avantage de connaître le secteur des médias avant de présider la HAC. Donc, Edouard, lui, il n'a pas fait ce parcours, et donc il connaît l'institution, et donc logiquement on peut espérer, on doit même espérer qu'il fasse quelque chose. Alors, il oublie de souligner, Wilfred Adon oublie de souligner que Edouard est déjà passé par la HAC. Voilà. Une première fois. Ah oui. Il faut rappeler aussi vice-président de la HAC. On a l'impression, en parlant de lui, qu'il a juste été dans les organes dirigeants, UPMB, CNPA et autres. Mais il faut rappeler qu'il a été journaliste et directeur d'organes lui-même. Absolument. Tous ces éléments plaident
en faveur de sa connaissance approfondie de l'univers des médias au Bénin. Donc, il y a de multiples raisons de penser que si Édouard Loko a vraiment envie de toucher aux problèmes de fond de la profession, il en a les instruments. Et si, par hasard, lui-même n'avait pas une connaissance complète de tous les problèmes, il a quand même à sa portée une multitude de personnes qui font partie de son carnet d'adresses auquel il pourrait avoir recours pour le conseiller. Vous parlez de qui? Dans le milieu des médias ou en dehors? Dans le milieu des médias, je veux dire. Il a milité avec des gens. Il a fait le parcours dont nous venons de parler avec certaines personnes qui ont quand même une connaissance de ces problèmes-là. Et donc, ces personnes existent encore dans le pays et au cas où il aurait des difficultés qui leur feraient recours, je pense que leur soutien ne lui sera pas marchandé. Quand je vous écoute, vous deux, sans doute, il a le bagage, le parcours, et qu'est-ce que j'oublie encore? Mais on dit si. On dit s'il a la volonté. Vous qui le connaissez autant, Wilfred Hervé à Doum, pensez-vous qu'il est capable, comme le suggérait Georges Amelot tantôt, capable de ce devoir d'ingratitude envers celui qui l'aura nommé? Moi, je ne parlerai pas de devoir d'ingratitude. Cet aspect ne m'intéresse que très peu. Ce qui m'intéresse dans l'avènement de Édouard Loko à la tête de la HAC, je vais vous le dire très clairement. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau du secteur des médias. Et quand j'avais été président du PMB, je le disais souvent, c'est que nous sommes dans une profession qui se préoccupe des problèmes des autres. Mais personne ne se préoccupe des problèmes des journalistes. Ça fait un. Deuxièmement, nous-mêmes, nous ne nous préoccupons pas de nos problèmes. On est beaucoup plus porté à aller au secours des autres parce qu'on sent qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont martyrisés, qu'on manque à leurs droits, etc. Mais nous-mêmes, on ne s'en préoccupe pas. Alors, en répondant à votre invitation, je me suis amusé à faire un petit exercice et vous avez vu, je suis venu avec... Vous avez griffonné des choses. Voilà, j'ai griffonné des choses. Et j'ai regardé, mais ce dont nous sommes en train de parler depuis 2002 pour le secteur des médias, combien de choses avons-nous réussi pour ceux qui prennent le risque de s'engager dans ce métier? Parce que c'est un risque d'être journaliste dans notre pays. Risque pas seulement du point de vue où vous le percevez, mais risque d'abord en tant que travailleur. Parce qu'on travaille pour vivre de son métier. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui travaillent dans notre profession vivent réellement du travail qu'ils font? Non, c'est plus qu'un risque, c'est un don. Moi, je pense que c'est faire don de soi à la société. Exactement. C'est faire don de soi. C'est un véritable sacerdoce que d'être journaliste dans notre pays. Et les années passant, la situation s'aggrave. Ça, il faut le dire. La précarité est devenue la norme. D'accord? Et ça, c'est un problème. Deuxièmement, le niveau d'inorganisation de notre profession. Il n'y a rien de pareil dans le pays. Rien du tout de pareil. C'est le métier où tout le monde débarque n'importe comment. Ces craintes, ces problèmes, ces constats, nous les avons faits depuis 2002. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Quand je prends par exemple les instruments dont nous sommes dotés, par exemple, pour contrôler l'entrée dans la profession, pour contrôler l'exercice par les acteurs de cette profession, il y a la carte de presse. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui? Récemment, j'ai vu, la carte de presse a été distribuée après un long combat médiatique entre les associations professionnelles, une association qui se serait même créée, et la HAC. Finalement, les cartes ont été attribués. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cette carte de presse a quelque chose? Est-ce que la carte de presse joue le rôle qui lui est dévolu? Moi, mon problème se trouve là. Quand je prends, par exemple, les dossiers laissés en rade, et il y en a de nombreux dossiers qui sont laissés en rade depuis les États généraux de 2002. Aux États généraux de 2002, nous étions sortis avec 16 chantiers. J'ai eu l'avantage d'avoir été membre du comité de mise en œuvre des chantiers des États généraux. Les 16 chantiers, il y avait la création du UPMB, la création du CNPA, il y avait les réformes de l'ODEM, il y avait la création de la maison des médias. Vous avez vu dans quel état se trouve la maison des médias? Ça ressemble au journaliste béninois. Bien évidemment, ça ressemble à l'état de la profession. Disons les choses là très clairement. Je sais que ces choses que je dis ici ne plairont pas. Grave. Oui, ne plairont pas à beaucoup de monde, mais ce sont des faits. En venant ici, nous sommes passés par la maison des médias. Par hasard. Je ne crois pas au hasard, mais je suis passé par là par hasard. Et ça m'a permis de revoir l'état de cette maison. Je sais quel a été le combat que nous avons eu à faire pour acquérir cette maison sur l'aide de l'État à la presse. Donc ça, c'est un chantier. Il y avait le chantier de la carte de presse. Il y avait le chantier de la convention collective. Il y avait le chantier de la création de la centrale d'achat des médias. Il y avait le chantier de la création de la régie
publicitaire des médias. Mais que sont devenus tous ces chantiers-là? Alors, puisque vous semblez, disons, une bibliothèque envoyée de Dieu, vous avez à comment une bibliothèque? Parce que vous savez de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Bon. De ces 16 chantiers en 2002, il y en a combien qui ont été concrétisés? Bon, je vais vous poser la question. Il y a l'UPMB qui a été créé. Il y a le CNPA aussi. Le CNPA a été créé. Ouais. On a acquis la maison des médias à plus de 250 millions. Ouais. On avait créé une commission de l'attribution de la carte de presse. On a donné des cartes de presse. Je constate que pour la dernière livraison, vous avez des cartes de presse numériques. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais ça ne confère aucune facilité, aucun privilège aux détenteurs. On a la carte et c'est bon. Vous avez la carte et c'est bon. Or, ce n'était pas ça l'idée initiale. C'était pas ça du tout, l'idée initiale. Bon, donc, ça a été fait. Il y avait la réforme de l'ODEM. On a réformé l'ODEM, ça a pris, les doyens Georges Hamelon ont pris par là, les Edouard, les François Oudot, Michel Tianou et tout ça. Et puis, subitement, l'ODEM a replongé. L'ODEM qui avait acquis une certaine crédibilité. De sorte que les international. Ben oui, au plan international et au plan national. Même au plan national. Bien sûr, il faut se souvenir que des ministres, des ministres saisissaient l'ODEM. Major et plein de personnes qui étaient des autorités de ce pays saisissaient l'ODEM quand ils se trouvaient en difficulté. Parce qu'ils y croyaient. Parce qu'ils y croyaient, parce que l'ODEM avait assis une certaine forme de crédibilité. Absolument. Absolument. Je dirais même plus. J'ai vu des gens qui étaient sur le point de porter plainte au tribunal contre des confrères et à qui on a suggéré de saisir l'ODEM. D'accord? Et l'ODEM a été saisi et a rendu des décisions contre les confrères qui étaient manifestement en faute. Et ce qui a tellement satisfait le plaignant qu'il n'a plus senti le besoin d'aller porter plainte au tribunal. Et on irait plus loin en disant que non seulement le plaignant se référer à l'ODEM était satisfait, mais que les décisions de l'ODEM étaient parfaitement acceptées au sein de la corporation. Absolument. Ah ouais. Absolument. Ce n'était pas discuté, il n'y avait pas de contestation des décisions de l'ODEM. Nous étions partis, comme c'est bien de le rappeler, au début, avec la naissance de la HAC d'une structure de régulation. On n'est pas passé avec la naissance de l'ODEM à une instance d'autorégulation des médias. Après, on s'est rendu compte que les décisions de la HAC étaient parfois violentes et que les médias n'étaient pas forcément associés. Nous sommes passés à une étape de co-régulation avec la HAC. On participait à la commission d'attribution de l'aide d'État à la presse, et on participait à la commission d'attribution de la carte de presse, etc. Un certain nombre de choses. Et on avait réussi même à mettre dans les conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité pour aller à la HAC, l'attribution d'un certificat déontologique. Tout à fait. D'accord? Donc l'ODEM doit délivrer un certificat déontologique au candidat qui doit présenter dans son dossier pour que son dossier soit accepté. On a fait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est resté à ce jour. Bon, aujourd'hui, nous sommes passés à la décadence. Nous sommes dans une zone de dérégulation. Enfin, c'est difficile. Alors, puisque Wilfried a abordé plutôt cet aspect-là, parlons des chantiers. On va revenir, n'est-ce pas, à ma question tantôt. Parlons des chantiers. Est-ce que il faut espérer que ce soit la HAC, n'est-ce pas, qui apporte les solutions à tous ces problèmes énumérés tantôt par Wilfried? Non, je crois très certainement pas. Très certainement pas, mais vous savez, nous avons dit tout à l'heure, l'ODEM est un organe d'autorégulation et la haute autorité un organe de régulation. Ça signifie tout simplement que de par sa politique, que de par son action, que de par les choix qu'elle est capable d'induire, la HAC serait très capable de ramener un certain nombre de choses dans les normes. Voyez, je me souviens que il y a quelques années de ça, la HAC faisait des tournées dans les médias pour vérifier leur fonctionnement. Vérifier, par exemple, qu'il y avait un siège effectif du journal. Vérifier que ce journal employait des personnes de façon régulière et que ce personnel était déclaré à la sécurité sociale. Vérifier un certain nombre d'éléments qui lui permettaient tout simplement d'établir qu'une entreprise de presse existe et est viable.
Alors, à partir du moment où, par exemple, la HAC reprend ce genre de bâton de pèlerin, il me semble déjà que ça nous épargnerait beaucoup de ces journaux qui se promènent dans un attaché-caisse et dont vous ne pouvez retrouver l'adresse nulle part. Ce serait déjà ça. Ce n'est qu'un exemple entre tant d'autres. Il y a beaucoup de choses que l'action de la HAC pourrait amener à fortifier par le biais de la régulation. Dès l'instant où vous êtes une radio, que je vous donne mon agrément et que j'ai le sentiment que vous ne faites rien comme il se doit et que je décide de vous retirer mon agrément parce que celui qui a donné a aussi le pouvoir de retirer, eh bien, et vous faites peser une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un certain nombre d'organes. Sachez-le, la HAC a eu le pouvoir de décider de fermer des organes de presse, ou de moins d'arrêter la diffusion de leur production. Le cas le plus récent est celui de Golf FM, si je me trompe. Alors, si la HAC a ce pouvoir-là, et qu'elle en use pour les bonnes raisons, il y a de bonnes chances que chacun entre dans les rangs. Vous savez, on observe aujourd'hui qu'il y a des web médias ou des médias conventionnels réguliers où rien que les titres sont déjà un conflit d'injures. Ah ouais? Comment? Mais si vous regardez un média et qu'il apostrophe quelqu'un en disant, je ne sais pas, je repense à un exemple que j'ai retenu la fois dernière, parlait de la personne en disant un pervers sans véritable réflexion, en parlant d'un homme politique. Est-ce que vous jugez, Virgile Arouansek, qu'il ne s'agit pas là d'une injure? C'est une injure publique. Les mots parlent d'eux-mêmes. Oui. Alors, si déjà dans des cas comme celui-là, chacun commence à avoir la peur d'user de ce genre de pratique-là, ben je crois que déjà beaucoup de gens entreront dans les rangs. Voilà pourquoi je dis que la HAC a un pouvoir régulier, je dirais même un pouvoir séculier. N'oubliez pas qu'il y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus sous quel mandat, la HAC avait instauré des audiences publiques. C'est le mandat de Alice Atto et Clément Wenontin. Oui. Voilà, exactement. Ça a commencé par... Où il y avait des directeurs d'organes qui étaient sommés de venir s'expliquer. J'ai vu le directeur général de l'ORTB devoir venir s'expliquer devant la HAC d'un certain nombre de comportements. À partir du moment où la HAC est capable à la fois de protéger et de faire peur, il y a sans doute un moyen de ramener les gens dans les rangs. Mais il n'y a pas que cet aspect, parce que cet aspect concernera la déontologie, les pratiques professionnelles et tout. Mais regardez pourquoi par-dessus tout aujourd'hui nos médias sont faibles. La cause principale, selon moi, c'est l'inexistence de l'entreprise de presse elle-même ou sa viabilité. Parce que des fois, elle existe, mais elle n'existe que de nom. Et derrière, il n'y a pas d'entreprise qui vaille. N'est-il pas possible aujourd'hui que, dans son rôle, comme elle le faisait avant, la haute autorité soit capable d'aller vérifier qu'un organe de presse existe, que la gestion est correcte, qu'il y a de la viabilité et un certain nombre de choses, parce que tout ça nous amènerait à sécuriser la profession. Si la HAC prenait position aujourd'hui pour dire de façon cardinale qu'il n'est plus question pour les médias d'aller rançonner des gens sur des événements. Des événements, il y aurait sans doute quelque chose qui s'améliorerait. Bref, là, je n'ai cité que quelques exemples. Je pourrais vous en citer encore 10, 15. Mais la HAC a un pouvoir en main. Et j'ai dit c'est un pouvoir régulateur, mais c'est aussi un pouvoir séculier. Et vous semblez dire qu'elle n'use pas toujours de ce pouvoir, du moins dans le bon sens, c'est ça? À mon avis, elle n'en use pas de la bonne manière, puisque les dérives dont je parle là, je n'ai jamais entendu la HAC de façon récente prendre position pour ou prendre position contre. Mais on a vu la HAC suspendre un organe, je parlais de Golf FM tout à l'heure, pour des raisons qui, pour le moins, sont discutables. Ont semblé discutables. Tout à fait. Wilfred Hervé-Adon. Non, je crois que ce que Georges Amelin était en train de dire est très très pertinent. En réalité, de quoi parle-t-il? Il parle de la crédibilisation de l'institution HAC. Sur le chemin parcouru par l'institution depuis un certain nombre de mandatures, la HAC est devenue non crédible dans l'opinion. C'est ça aussi qu'il faut mettre les mots justes sur les faits. La HAC est devenue non
crédible. Et elle a perdu sa crédibilité à partir d'un certain nombre, d'un certain mandat. On a vu, il a rappelé 2 exemples précis. C'était à l'époque où nous étions leader des mouvements associatifs au niveau des médias, notamment l'UPMB, et on a vu que la HAC, la mandature de Alisato, où il y avait les Clément Renontin, René Agossa et d'autres, avait pris l'initiative des audiences publiques. Après un travail d'instruction, de plainte, exactement comme cela se faisait à l'ODEM, et on convoquait les mises en cause devant la commission de déontologie de la HAC pour venir s'expliquer. Voilà, vous avez écrit, monsieur, un tel article, que vous avez affirmé telle chose. Le mis en cause explique et estime que vous avez manqué à votre devoir de vérification des faits, que vous avez fait de la diffamation, que ce sont des injures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Personne, à l'époque, n'avait envie d'aller passer devant ce tribunal. Non, d'aller se faire filmer devant cette commission. C'était pas une commission qui faisait l'unanimité. Mais nous, au niveau des associations professionnelles, on était satisfaits de ce travail. Parce que, justement, le fait de passer devant cette commission avait évité à plein de confrères d'aller se retrouver devant les tribunaux où, assurément, ils allaient perdre leur procès et se retrouver en prison. Ces dernières années, on a vu beaucoup de confrères, quelques confrères avoir des difficultés avec la justice, dont vous-même, Vigile, Vigile qui est devenu très célèbre en la matière. Mais je pense que si la crédibilité de la RAC, telle que je l'imagine, était restée, cette affaire n'aurait pas eu de place au tribunal pour aller encombrer les juges au tribunal qui avaient d'autres chats à fouetter. Il suffirait que ceux qui se sentent lésés saisissent la RAC. Mais dans mon cas, il n'avait pas de plaignant. Bon, ça c'est un autre débat. Oui, ça c'est un autre débat. Mais qu'on saisisse la HAC, je peux citer plein d'exemples où les gens ont été convoqués devant la HAC, ils sont passés devant cette commission-là, et ça a été filmé, diffusé. Dès lors que ça a été fait, le plaignant, il s'est senti soulagé. Et il a arrêté toute procédure. Il y a des gens qui avaient saisi la HAC, l'ODEM et le tribunal au même moment. Quand ils sont passés devant la HAC et ils ont été entendus par l'ODEM et qu'un communiqué a été publié, la plainte a été suspendue. Retirée puisque... ils étaient déjà satisfaits. Oui, ils étaient satisfaits. Moralement, ils étaient satisfaits. En ce qui concerne les délits de presse, le plaignant a le droit de retirer sa plainte à toute hauteur de procédure. C'est ça. Et que la procédure s'arrête d'emblée. Dès l'instant où il y a cette possibilité prévue pour la presse, eh bien, si vous donnez satisfaction d'une manière ou d'une autre au plaignant, mais il ne lui reste que cette issue-là, retirer sa plainte. Alors, je vais situer les choses. Après investigation, il y a 2 problèmes fondamentaux, notamment que le public et les professionnels des médias, à tort ou à raison, attendent que la RAC puisse résoudre. En tout cas, que ce soit résolu. Eh bien, c'est ce que vous avez abordé tantôt, Georges Amelon, la sécurité du journaliste, la sécurité de l'entreprise de presse. Les journalistes peuvent-ils vivre de leur emploi? Décemment. Premier aspect. L'autre aspect, c'est par rapport au public, qui attend, n'est-ce pas, que les journalistes apportent de l'information, la vraie, des informations objectives au public. Alors, parlons d'abord du premier aspect sécurité des journalistes. Est-ce qu'on peut réellement, Wilfred Hervé Adon, penser et avoir raison que la RAC pourrait résoudre ce problème? Est-ce que, comme le suggérait Georges Amelon tantôt, des descentes de la RAC dans des rédactions seules suffiraient, n'est-ce pas, à régler, à rétablir, n'est-ce pas, les entreprises de presse? Oui, dans le débat que nous sommes en train de faire, la discussion que nous faisons, Vigile, j'ai l'impression que nous minimisons un peu le rôle qui devrait être celui des acteurs des médias eux-mêmes. On va en parler, d'ailleurs. Alors, dans la question que vous venez de poser, le fait déjà, ce que Georges Amelon disait, était lié aussi à l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Je ne révèle aucun secret en disant qu'il y avait des gens qui bénéficiaient de l'aide de l'État à la presse et c'était attribué en numéraire et le patron de l'organe prend l'aide de l'État à la presse pour aller doter sa 3e épouse. Ou alors il s'achète une voiture et donc il n'utilise pas les ressources ainsi affectées, d'accord, pour les besoins identifiés. Puisqu'il y a un diagnostic qui est établi, on dit oui, le journal Le Piment a besoin d'ordinateurs, de ceci et de cela. On constitue un dossier, il dépose. On analyse le dossier et on attribue un montant pour acquérir
Mais l'État à la presse est suspendu depuis 2017. Bien sûr, je le sais. Est-ce que ce n'est pas pour ces raisons-là aussi que l'aide de l'État est suspendue? Ça, c'est un autre débat qu'on pourra faire. Mais dans ce que vous dites là, pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des professionnels des médias, regardez le nombre de confrères que nous sommes en train de perdre cette année. Il y en a que nous avons perdu par défaut de soins. C'est arrivé. Vous le savez bien de quoi je parle. Par défaut de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, les confrères qui travaillent dans les organes sont assurés? Est-ce que les fêtiers de la profession ont appelé l'initiative? Je n'en sais rien, je pose des questions pour organiser les choses de manière à concevoir et mettre en œuvre une police d'assurance au profit des professionnels des médias. Quelque chose de ce genre que la HAC pourrait faciliter en accord avec les associations professionnelles qui doivent se bouger davantage. Parce que il ne serait pas juste de mettre toute la responsabilité de ce qui nous arrive et du constat désolant que nous faisons sur la HAC. Que faisons-nous, acteurs des médias, nous-mêmes? Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait? Est-ce que nous sommes déterminés à faire bouger les choses? Quand on voit l'état dans lequel se trouve la maison des médias, on est obligé de répondre non. Aujourd'hui, dans cette maison, j'ai posé la question à Georges Amonon, quand on prenait la route pour venir ici, chez vous, est-ce que on peut recevoir des confrères de l'étranger, on leur dit, bon, venez, on vous amène dans notre maison des médias? Non. En tout cas, on hésiterait. On hésiterait. En tout cas, moi, personnellement, je ne me sens pas capable d'un tel acte de bravoure. Parce qu'il faut être particulièrement courageux pour amener des étrangers dans notre maison des médias aujourd'hui. Et on l'a dit, la maison des médias est à l'image de la profession. Donc, je crois que c'est dans l'attribution de l'aide de l'État à la presse que cela se faisait. Mais, même en l'absence. Il faut dire quand même une chose. Oui. C'est peut-être dans le domaine de la presse écrite. Voilà. Que le régime est déclaratif. Mais, pour ce qui concerne l'audiovisuel, il s'agit d'un régime d'autorisation. Ça signifie que pour que la HAC vous autorise à exister, vous devez remplir toutes ces conditions. Un certain nombre de conditions. Ça signifie que c'est seulement quand votre dossier remplit les conditions que la HAC accepte que vous ouvriez une radio. Mais aujourd'hui, la vie n'est pas meilleure pour les journalistes, pour les professionnels des médias, dans l'audiovisuel non plus. C'est là où j'en arrive en vérité. Quand je parle du rôle que la HAC pourrait jouer de ce point de vue-là, vous êtes engagé à remplir un certain nombre de conditions pour avoir son autorisation d'exister. Mais cette autorisation, vous pourrez vous être tout simplement retirée si on constate que vous ne remplissez plus les conditions auxquelles on vous a autorisé. Je me rappelle à une certaine rigueur dans la régulation et dans la gestion des médias. Le vrai problème pour moi, voyez-vous, c'est exactement comme si vous, Virgile, vous faisiez un enfant parce que vous avez trouvé une femme consentante pour, et que l'instant d'après, vous vous dessaisissiez totalement de vos responsabilités vis-à-vis de cet enfant-là. D'une certaine manière, la haute autorité fait naître des radios, fait naître des télévisions et se désintéresse totalement après de ce qu'il en advient. Il me semble, moi, qu'il y a là un problème. Je disais en plaisantant une fois à notre aîné Jérôme Carlos, paix à son âme, et je le disais en face de Soule Isiaka, qui était du même avis que lui, qui est aussi l'un de nos aînés. Je leur disais parce que eux étaient pour qu'on multiplie le nombre de radios et de télévisions dans notre pays. Et je leur disais, mais pour moi, tout ça a quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que si vous voulez créer une guerre dans un coin du pays aujourd'hui, ou à tout le moins une bonne confrontation interethnique, il suffirait que vous alliez arroser une ou deux radios dans une région intérieure de notre pays, que vous alliez mettre beaucoup d'argent pour que les journalistes disent ce qui a été dit sur Radio Mille Collines. Et vous pourriez embraser le pays en un rien de temps. Mais ce risque existe partout. Partout il y a de radio, ça existe dans tous les pays. Oui, mais ça existe à condition qu'il n'y ait personne pour réguler, pour dire arrêtez ça tout de suite. Le mal se fait justement parce que personne n'appuie sur le bouton stop. Autrement dit, la HAC a démissionné sur ce plan. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà vu un rapport de la HAC qui vous dit dans telle radio les choses vont bien, dans telle radio les choses vont mal? Moi, je n'en ai pas connaissance. Est-ce que son rôle. Est-ce que vous avez même vu, il fut un temps où il y avait une écoute, techniquement une écoute au niveau de la HAC,
où on me disait que toutes les radios, toutes les télévisions, il y avait un monitoring, c'est comme ça qu'on appelait ça, qui regardait un peu ce que faisait tout le monde et qui le contrôlait. Il semble que ça n'a pas cessé, non? Et qui le contrôlait même par le biais de ces installations régionales. Parce qu'il y a, depuis un certain temps, il y a les bureaux régionaux aussi, mettons. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, je me souviens même qu'au moment où nous avions fait le suivi des élections, il y a des années de cela, la HAC avait fait exactement la même chose et était capable de dire quelle radio avait dysfonctionné à quel moment de la campagne électorale ou du processus électoral. Et elle publiait un rapport de suivi des médias en période électorale. Voilà. Bon, est-ce que nous avons encore ces habitudes? Que le suivi est possible. Si le suivi est possible, il est possible tant au niveau déontologique, c'est-à-dire de toutes les pratiques professionnelles au sein de l'organe, que des autres aspects du média qui vous a demandé l'autorisation de naître et qui a dit « je m'engage à respecter un certain nombre de choses pour pouvoir exister ». Voilà pourquoi je disais un agrément, ça se donne, mais un agrément, ça peut se retirer aussi. Alors parlons toujours de la sécurité des journalistes. Est-ce qu'on peut dire que la vie est belle quand même pour les entreprises des médias, mais que malheureusement il y a des voraces à la tête de ces entreprises où il y a un problème d'environnement. L'environnement n'est pas compatible à une entreprise de presse qui pourrait s'épanouir. Vous posez là une question qui a été déjà posée à plusieurs reprises. Est-ce que, je pourrais retourner la question autrement, est-ce que nous avons des entreprises de presse viables au Bénin? Première chose. Est-ce que les entreprises de presse que nous avons sont intégrées au contexte? Le contexte, quand j'en parle, nous avons, j'ai participé à une étude sur la publicité, sur les médias audiovisuels au Bénin, pour constater que le marché publicitaire au Bénin est un marché étriqué. Quand nous prenons l'audiovisuel privé, on dit dans la convention que les promoteurs signent avec la HAC, notamment en ce qui concerne les radios et les télévisions privées, commerciales, qu'ils doivent donner la preuve, par exemple, que 60% de leurs ressources doivent provenir de la publicité. C'est ce que disent les tests. 60%. Est-ce que vous avez le sentiment que dans l'environnement qui est le nôtre, un média peut trouver 60%, mobiliser 60% de ses ressources dans le secteur, dans la publicité? Quand on sait que sur le marché de la publicité, on a 3 ou 4 grandes catégories d'annonceurs. Ce sont les opérateurs GSM, les compagnies d'assurance, quelques privés, et puis les sociétés qui sont dans l'agroalimentaire, et ça s'arrête là. Est-ce qu'on a d'autres choses? D'accord? Donc ce sont ceux qui accostent les médias pour faire de la publicité, ça. Alors, il se pose le problème d'abord du nombre. On avait déjà dit, il y a une étude, je crois que Georges Amoula a participé à cette étude, après 1990, on a constaté, avec le doyen Carlos, étudier le secteur des médias, l'environnement des médias, pour nous rendre compte que les organes se créaient sans véritable étude de marché. Il n'y a pas de planification créée parce que Jacques a créé, Pierre aussi doit créer. Aujourd'hui, essayez de compter le nombre d'organes que nous avons. Et quand vous prenez le pays, toujours parlant du marché, quelles sont les communes dans lesquelles les médias peuvent espérer de la publicité? C'est Cotonou, Porto-Novo, Parakou, pas plus. Dans les autres, sur les radios privées, on fait des communiqués, des disques demandés, des trucs de ce genre. Est-ce que ça permet à un organe de presse de vivre? D'où la nécessité de réorganiser le secteur. Ça devrait supprimer certains médias, certains... Pas supprimer, mais on doit mettre en place un environnement législatif nouveau permettant aux gens de mutualiser les moyens. Je vous donne un exemple. Alors qu'on était, j'étais président de l'UPMB, un homme politique, parce que c'est aussi ça le problème, pour les besoins de sa visibilité d'homme politique, a financé 4 journaux dans Cotonou et environ. Et avec des confrères qui ont pris la tête de ces journaux-là, et ça paraissait, et c'était relayé chez Dawawe, chez d'autres, dans d'autres revues de presse. Pour ceux qui ne savent pas financer, c'est payer les salaires des journalistes, les intrants, tout. Ça, c'est un aspect de la question que tout le monde n'aborde pas. Mais on dit oui, nous vous montrons, j'ai un immeuble quelque part à Yenawa, je mets ça à votre disposition, je vais acquérir des tables, quelques ordinateurs, je mets un ventilateur et puis quelques équipements et vous commencez par éditer. Je mets les ressources à... Vous commencez par faire du bruit.
Oui. Vous commencez par faire du bruit. Je mets les moyens à disposition pour 3 mois et vous payez les salaires, l'électricité et tout marche. Au bout de 3-4 mois, le gars se retire. De toute façon, ses objectifs atteints. Voilà. Vous appelez, il ne décroche plus. Vous allez le voir à la maison, il vous fait poireauter 3-4 heures et les problèmes restent en l'état. Le jeune journaliste qui a démissionné d'une rédaction où il était chef desk politique pour créer ce journal se trouve totalement désemparé et lui aussi commence par fuir. Tout ça, on le sait. Alors, des journaux qui ont été créés comme ça, nous, on s'était rapprochés de ces promoteurs, de ces jeunes promoteurs. On dit, mais puisque c'est un tel qui a créé ton journal, il a créé celui de celui-là, de celui de celui-ci, celui de celui-là, pourquoi est-ce que vous ne mutualiserez pas les moyens en vous mettant ensemble? Vous mettez pas les tables et ventilateurs ensemble pour être plus fort. Ils ont dit non, que le promoteur qui a financé, le promoteur politique qui a financé, dit, mais dans ce cas-là, c'est un seul journal qui me parlera de lui à la revue de presse. Ok, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Politiquement, c'est pas rentable pour lui. Donc, tout ça a conduit au paysage que nous avons. Comptez le nombre de radios que nous avons aujourd'hui. Comptez le nombre de journaux que nous avons aujourd'hui. Et quand on prend les web médias, alors c'est la totale. C'est la totale. Bon. Mais les radios, Georges Ablon le disait tantôt, c'est l'autorisation. Est-ce que, cette presse a réussi également à entrer là? Non, bien sûr que non. Et c'est ce qu'il dit est d'autant plus juste que si la RAC le voulait, elle a les moyens de retirer les fréquences. Ça va faire du bruit. Mais beaucoup d'acteurs politiques, sinon la plupart des médias privés, je parle des radios, des télévisions, sont détenus par des politiques. En violation des lois, puisque dans la loi, il est dit qu'on doit éviter la concentration des moyens de communication dans les mains d'un seul homme politique. Et puis, c'est proprement antinomique qu'un homme politique puisse détenir un média. C'est déjà arrivé, on a eu des gens qui ont des radios qui se sont portés candidats à une élection présidentielle, d'autres qui avaient des télévisions, qui sont allés candidats à l'élection présidentielle. Comment est-ce qu'on travaille dans un organe comme ça et qu'on le gère? C'est difficile. Or ça... Pourtant, c'est la RAC qui attribue ces fréquences. Bien sûr, bien sûr, c'est de ça qu'on parle. Et donc la RAC devrait avoir un œil regardant sur ce genre de médias, n'est-ce pas? Pour s'assurer que ce qui figurait dans le dossier qui a été déposé pour obtenir l'agrément, que c'est ça qui se fait, que le média continue d'être viable, que ceux qui travaillent ont les diplômes requis dont on a fait mention dans le dossier, qui sont payés, qui sont déclarés à la sécurité sociale, d'accord? Que le média fonctionne normalement comme cela a été décrit dans le dossier qui a été déposé pour obtenir l'agrément. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Conséquence, chacun fait comme bon lui semble et les gens qui travaillent dans les médias sont clochardisés, disons les mots, n'ayons pas peur de les prononcer, ils sont clochardisés. On en parlait quand on venait, le per diem est devenu une exigence quand on va en reportage, et même dans les écoles de journalistes qui forment les jeunes candidats à la profession de journaliste, ils vont avec la conviction que quand ils sortiront de là, au moins, ils pourront se nourrir de per diem. C'est la vérité. Et j'allais ajouter à ce que dit Wilfried 2 éléments qui relèvent de mon expérience. Il m'est arrivé de tenir dans Cotonou ce qu'on appelle un gratuit de publicité. Un mensuel qui donc paraissait et qui était conçu pour la publicité d'un certain nombre d'opérateurs économiques. Mais je peux vous dire que l'une des choses qui m'a le plus ahuri, c'est d'avoir affaire à des opérateurs qui étaient prêts à acheter tous les mois ma première de couve, c'est-à-dire la première page de couverture de mon magazine, à 700 000 francs, acheter la dernière page à 600 000 francs et à publier une publicité sur une page du journal à 300 000 francs. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça faisait comme acquis sur un numéro. Mais quand on leur posait la question, leur réponse était: vous éditez sur du papier qui nous permet de mettre notre publicité en valeur. C'est ça. La presse écrite chez vous ne met pas la publicité en valeur et c'est pour ça que nous nous contentons d'acheter des pages à 100 000 francs, à 200 000 francs et jusqu'à 50 000 francs même dans certains organes.
C'est pour vous dire que, de ce point de vue-là, nous-mêmes professionnellement, peut-être que tout simplement, nous ne nous faisons pas respecter. Un autre aspect qui m'a beaucoup, disons, confirmé que nous ne faisions pas toujours ce qu'il fallait. Et quand j'ai été choisi comme directeur général de l'ORTB, j'ai décidé que désormais, le journal de 20 heures, ou tout journaux qui démarrait à l'ORTB devait démarrer à l'heure pile, pas une seconde de plus. Et nous avons mis cette décision-là en exécution. Mais concomitamment, nous avons décidé que les heures de publicité étaient les heures de publicité et que tout annonceur qui venait chez nous et qui désignait une heure, que ce soit en prime time ou ailleurs, pour l'heure de sa publicité devait être satisfait. Donc il n'était plus question, par exemple, de sortir la publicité de notre programme sous prétexte qu'il y a une manifestation politique ou une chose de ce genre. Les horaires de la publicité étaient rigoureusement respectés et les heures demandées par les annonceurs étaient ce qu'ils constataient pour de bon. Eh bien, je vous assure que nous avons vu le chiffre de nos annonces publicitaires grimper aussitôt. Ça signifie que la fiabilité nous a apporté un supplément de chiffre d'affaires. C'est pour dire qu'il y a des choses simples, sans doute que nous-mêmes, à notre propre niveau, ne faisons pas. Et pour moi, si nous-mêmes nous ne le faisons pas, ou le marché devrait nous obliger à le faire, et voilà pourquoi ce dont parle Wilfried en matière de législation est important. Quand il y a des règles et que vous ne les respectez pas, vous êtes sanctionné. Si ce genre de choses existent, vous êtes obligé de vous tenir à carreau. Mais c'est là aussi où la haute autorité devrait nous rappeler quelles sont nos obligations. Elle est censée les connaître. Et elle ne peut pas nous protéger, comme c'est sa vocation, si nous-mêmes nous nous exposons. Il m'apparaît donc normal que la haute autorité ait de la régulation à différents niveaux et puisse nous dire à chaque fois, là, voilà quels sont vos devoirs et vous devez vous y soumettre. Mais la haute autorité devrait pouvoir porter la réflexion aussi, ne serait-ce que dans l'élaboration des lois. Pourquoi est-ce que la haute autorité est muette aujourd'hui sur ce qui se passe dans l'audiovisuel public? Je ne comprends pas, moi, le démantèlement qu'il y a de ce qu'était l'ORTB pour en faire la SRTB et totalement confier sa direction à la présidence de la République. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le comité éditorial qui est censé être celui qui vise tous les contenus au niveau de la SRTB, celui qu'il préside, c'est le porte-parole du président de la République. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, c'est bien ça qui est son titre. Porte-parole du gouvernement et tout ce que vous voulez. Si c'est lui qui préside et que les personnes qui siègent dans ce comité éditorial avec lui sont assises pour la plupart à la présidence de la République, je ne sais pas ce que devient le média du service public. Parce que qu'on le veuille ou non, le média du service public, il appartient à tous les Béninois et non pas à la présidence de la République. Le média du service public est nourri par les finances publiques, donc par l'impôt qu'on collecte auprès de chacun des Béninois. Et à partir de ce moment, ce média du service public doit être capable de porter la parole du public et faire au mieux des intérêts du public et non pas du président de la République ou de la présidence de la République. Ce sont des choses qui pour moi sont suffisamment graves, mais sur lesquelles la haute autorité dont nous parlons observe un silence qui me semble largement coupable. Quand on prend les missions qui sont les siennes, ça devrait être la première institution parce que a priori c'est une institution de contre-pouvoir. Ça devrait être la première institution à monter au créneau pour dire ce qui se fait là n'est pas conforme à ce que nous recherchons en bâtissant la démocratie. Alors que le président a été nommé par le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie consacrée là? Est-ce que c'est possible ce que vous dites? Je devrais vous rappeler, peut-être que vous ne le savez pas, que quand les premières nominations au niveau de la haute autorité ont été faites, que la manière de nommer le DG de l'ORTB et tout ça a été fait, je fais partie de ceux avec d'autres qui ont déposé en cour constitutionnelle une plainte pour dire si nous voulons que cette institution-là joue son rôle, si nous voulons que l'ORTB demeure l'institution pour tous, à la disposition de tous,
ces nominations-là ne doivent pas émaner de la présidence de la République. La Cour constitutionnelle, elle, à l'époque, s'était déclarée incompétente. Elle était dépassée. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que il y a des antécédents. Ce que je dis aujourd'hui, je ne le dis pas par hasard. C'est en observant un parcours qui est celui de plusieurs années. Et vous n'avez pas menti, c'est pas l'opinion qui dirait le contraire. L'opinion qui aujourd'hui n'est pas satisfaite du rôle des journalistes, de la mission des journalistes. La première mission, comme l'a consacré la Constitution, celle d'informer, de donner ce droit public, d'avoir de l'information. On a l'impression que le public n'a plus ce droit à l'information, si bien que il ne prend pas la défense des journalistes. Les journalistes sont abandonnés à eux-mêmes. Est-ce que tout ne se tient pas? Est-ce que vous avez refusé ou vous n'avez pas tout à fait accepté, dans tous les cas, de répondre à cette question de devoir d'ingratitude? Pensez-vous que, eh bien, avec cette RAC que nous avons aujourd'hui, les choses pourraient être réhabilitées de manière à ce que, eh bien, enfin, j'allais demander, est-ce que Edouard Loko a le cran, n'est-ce pas, de pouvoir dire non à certaines choses, comme le sujet à plusieurs reprises, Georges Amelon? Oui, Vigile, bon, ça c'est un idéal que tu m'as nommé et je ne te reconnais plus. C'est ça la formule, hein? Bien sûr. C'est un idéal. Vous avez souvent vu ça? Même aux États-Unis, on a vu la dernière fois avec les décisions. Il faut arrêter de rêver. Oui, cesser de rêver. Pour moi, c'est l'idéal. C'est un idéal vers lequel nous devons tendre. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand vous avez posé votre première question, je ne veux pas tabler mon développement sur ça. Ce qui, moi, m'intéresse, d'accord, sur cette question-là, parlant de la sécurité ou le droit du public à une information vraie et juste. Que doit faire la HAC? Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de désinformation systématique. Non, là, je ne vais pas vous laisser vous écarter encore une fois. Bon, alors, je vais poser la question clairement. Allons-y alors. Si la fermeture d'un média devait provenir de X avec la demande adressée au président, à l'actuel président de la HAC, vous dites qu'il n'est pas capable de dire non parce que l'idéal, c'est juste idéal. Je ne pourrais pas répondre à cette question n'étant pas à sa place. Mais ce que je peux dire... Mais il me semble que vous êtes optimiste. Non, c'est sûr. Non, c'est pas de l'optimisme. Il n'a rien à faire. Je suis tout simplement réaliste. Je vais vous dire. On s'imagine que pour fermer un média, c'est quelqu'un qui donne un ordre. On a déjà vu ici des mandatures de la HAC fermer des médias dans des circonstances absolument rocambolesques et avec une méthode tout aussi grotesque qu'autre chose. Le travail se trouve là encore au niveau de la HAC. Et je vous donne un exemple qui ne s'est pas produit ici. Je m'étais retrouvé en Afrique du Sud avec le directeur général d'un média de service public de la Guinée, qui était l'ami du président, c'était Alpha Condé. Et il dit, le président de la République m'a instruit pour faire ci et ça. Et je suis retourné le voir, monsieur le président, nous allons faire ce que vous avez dit, mais est-ce que vous me permettez d'aller vous voir? Et il lui a dit, ce que vous souhaitez qu'on fasse, on peut le faire, comme ceci, comme ça. Et ça va donner ça. Mais on peut le faire aussi de cette façon, en respectant les tests pour obtenir un autre résultat. Et le président a dit, ah bon, ça, moi, je ne savais pas, vous pouvez le faire. Le tout dépend du cran de ceux qui sont en face de ceux qui décident pour leur servir de conseiller. Parce que le président de la République, ce n'est pas celui qui connaît tout. Généralement, il ne connaît pas tout. Et c'est pour ça qu'il se fait entourer de conseillers, de chargés de mission, de ministres et de techniciens de toutes sortes. C'est à ceux-là d'expliquer au chef de l'État, voilà, on peut faire comme ça au regard des lois, etc. Considérons que c'est un conseil acquis de droit, ce que vous venez de dire. Non, je n'aime pas cette prétention. Moi, je dis ce qui devrait être. On arrive au thème de cette émission, malheureusement. Georges Amelon. Oui, je pense que Wilfried Adon vient précisément de dire les choses auxquelles moi je pense le mieux. J'ai dit tout à l'heure que la HAC était une institution de contre-pouvoir. On a déjà vu des présidents d'institutions ici, dans ce pays, demander audience au président Kérékou pour lui dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas aller dans ce sens-là. Et le président de la République s'est ravisé. Et ça, il faut avoir de cran pour le faire, n'est-ce pas? Mais je pense simplement qu'il faut être dans son rôle. C'est clair. Et se tenir à son rôle. Et ne pas s'en écarter. Dès l'instant où vous vous écartez de votre rôle, on peut en déduire que vous n'avez pas du cran. On peut même en déduire que vous êtes un vendu. On peut en déduire tout ce qu'on veut.
Mais dès l'instant où vous restez dans les attributions qui sont les vôtres, personne ne peut vous accuser de quoi que ce soit. Moi, je crois qu'il faut rester dans les clous qui sont les siens. Je pense, moi, qu'un président d'institution, dans un régime démocratique, surtout quand il est à la tête d'une institution de contre-pouvoir, est armé pour murmurer à l'oreille du président de la République ou de cette institution que représente le président de la République ou à l'oreille d'autres présidents d'institutions. Je pense que le président de la HAC devrait être capable de parler avec le président de l'Assemblée nationale pour lui dire, par exemple, la loi sur le numérique, là. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle doit s'appliquer comme elle s'applique là aux journalistes? Puisqu'il y a concurremment une loi qui parle de la communication et de l'information. Ça crée la confusion. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tirer au clair? Et là, le président de l'Assemblée, ayant discuté, ayant compris l'intérêt de la démarche, pourrait très bien au niveau de l'Assemblée susciter une proposition de l'initiative et puis corriger. C'est de ça qu'il est question aussi. Cette complicité qui peut rendre les institutions pour le plus grand bien de la nation, pour moi, elle me semble obligatoire dès lors qu'on prend la tête d'une institution. Beaucoup de gens me diront que je ne suis pas réaliste en le disant. Mais en vérité, vous avez peut-être raison de dire, est-ce que ce n'est pas simplement avoir quelque chose de plus que ce que nous voyons d'habitude, du cran, de la persévérance, de l'envie de faire les choses comme les règles, les textes vous l'imposent. Parce que bien souvent, nous nous réfugions derrière beaucoup de choses, mais simplement nous trichons avec les textes. Nous trichons avec la vérité de l'institution à laquelle nous appartenons. Et c'est là, pour moi, que se situe le problème. Pour moi, aujourd'hui, on devrait être capable, quand on est à la tête de la HAC, d'aller dire au président de la République, peut-être que vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, mais les médias dans un pays, ça fonctionne comme un miroir. Si vous brisez tous les miroirs qu'il y a dans votre pays, vous ne savez plus comment vous êtes habillé, tout simplement. Alors, malheureusement, on arrive au thème de cette émission. C'est vite passé. Oui, et pourtant, il a encore tellement de choses à dire. Le président de la HAC, le tout nouveau président, a eu ses premiers mots qui, comme on traçait son chantier, on n'a pas pu, on pourra malheureusement pas se prononcer là-dessus. En tout cas, merci d'avoir été dans cette émission. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Nos invités étaient Wilfrid Hervé Adon, journaliste, premier président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Georges Amelan, journaliste lui également, ancien directeur général de l'Office de radio diffusion et télévision du Bénin, ex-ORTB. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Kazmi, OK, Samer Mundior ont assuré la réalisation technique de cette émission. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.